Bonjour à tout le monde, bienvenue et merci d'être venus nombreux pour cette table ronde. Pendant que nos invités installent, je vais vous expliquer très rapidement comment se déroulera cette table ronde. La règle du jeu est très simple, c'est qu'il y aura une prise de parole de chaque intervenant et puis on se discutera librement, j'espère, et il y aura une question-réponse ouverte au public vers la fin de la table ronde. Alors, je vais vous présenter d'abord les intervenants. D'abord, Brigitte Duzin, à l'extrême gauche de l'écran, est sinologue et traductrice, spécialiste du cinéma chinois et de la littérature chinoise. Elle anime 2 sites de référence, et je pense que c'est Chinese Movie et Chinese Short Stories. Voilà, elle enseigne aussi chinois ou le cinéma? Non, le cinéma et littérature à Paris Diderot. Cinéma et littérature à Paris Diderot. Et à sa droite, c'est Xu Feng, qui est professeur de cinéma à l'Académie centrale d'art dramatique à Pékin. Il est également producteur des films, notamment le film Les 3 aventures de Brooke, qui était déjà présenté à l'ouverture de l'édition précédente de ce festival. Et à sa droite, c'est Xiang Zi, cinéaste chinoise, mais qui vit en Espagne, travaille avec son compagne, José Valbal, qui a été aussi son chef-opérateur du film A Dog Barking at the Moon, qui est présenté à cette édition du festival. Il y aura une deuxième séance ce soir au studio Ursuline. Je vous invite d'aller le voir. Et après, je pense que vous connaissez tous, c'est Jean-Michel Frodon, qui est critique et historien du cinéma, qui a écrit plein de livres sur le cinéma et notamment des cinémas asiatiques. Et je pense à Edouard Yang, son livre sur Edouard Yang, et l'ouvrage collectif qu'il a dirigé sur Oxyrsienne. Et il vient de finir un livre sur Abbas Kiarostami. Et il vient de diriger aussi, d'ailleurs, non, il vient de participer à un dictionnaire qui a été apparu récemment, en novembre 2019, qui s'appelle Dictionnaire des cinémas chinois, où vous pouvez les trouver à la librairie du musée de Guimet et également à la librairie provisoire au studio Ursuline. Et les propos de Xiang Zi sera assuré par Alexis Gobert, et il est aussi l'un des principaux organisateurs du festival. C'est bon, tout le monde est là. Oui. Alors, Marie-Pierre Duhamel, qui était censée être ici avec nous, s'excuse auprès de vous son absence, puisqu'elle a des empêchements médicaux, donc elle ne peut pas venir. Mais elle m'a envoyé des notes hier soir que je vais vous lire tout à l'heure. Alors, Jean-Michel, peut-être, on va commencer par toi. Alors, je voudrais savoir justement comment ta perception du cinéma chinois a changé ou évolué. Je pense que le phénomène vraiment a commencé par la 5e génération, et comment cette perception du cinéma chinois a évolué du point de vue occidental, s'il existe, ou simple critique et cinéphile, spectateur du cinéma chinois. Bonjour, merci d'être là, merci Bouyane, non seulement de ton invitation, de votre invitation de la part du festival, mais aussi de tout ce que tu fais pour aider à connaître, à comprendre un petit peu du cinéma chinois pour les gens comme moi
ne sont pas chinois, ne parlent pas chinois, mais qui néanmoins essayent de m'y intéresser et de le comprendre depuis 35 ans maintenant que je vais en Chine voir des films et rencontrer des gens. Donc énormément de choses évidemment ont changé et c'est un peu trop vaste pour tout décrire. Mais je crois la première chose qu'on pourrait dire, j'avais fait une petite liste juste des films chinois qui sont sortis en France depuis le début de l'année dernière. Donc juste pour mémoire, Un Elephant Sitting Still, Un grand voyage vers la nuit, Les Éternels, So Long My Son, Vivre et chanter, Le lac aux oies sauvages, Séjour dans les monts Fuchun, Nina Wu, Trois aventures de Brooke, et arrive là dans les semaines qui viennent Jinpa de Pema Tselem et Hong Dog de Wang Shuan. C'est considérable. On va dire, c'est pas tant que ça par rapport à la créativité du cinéma chinois, par rapport à la taille de la Chine, par rapport au nombre de films produits. Mais si on dit, il n'y a pas d'autres pays en dehors de la France et des États-Unis dont autant de films sortent commercialement en France, même l'Italie, même et évidemment l'Inde qui a une grande production par exemple, ou les cinématographies d'Amérique latine. Il y a, avec des difficultés, on aura peut-être l'occasion d'en parler, avec des limites, avec aussi certains films et pas d'autres qui ont accès à notre visibilité, à nous qui vivons en France, quelle que soit notre nationalité d'ailleurs. Il y a une relative progressive, encore insuffisante, mais réelle, progression du nombre de films chinois qui atteignent nos écrans et qui sont représentatifs de plusieurs générations, de plusieurs styles à l'intérieur, disons, de ce qu'on appelle le cinéma d'auteur chinois, y compris si on compte parmi les films chinois, les films qui viennent de Taïwan et les films qui viennent de Hong Kong. Et que une des évolutions, comme il y a dans le monde où nous vivons beaucoup de raisons de se plaindre et beaucoup de tendance à se plaindre, je pense que c'est bien de commencer quand même par prendre acte d'un processus qui est globalement qui va plutôt dans le bon sens. Si on y ajoute l'existence de festivals, celui auquel nous participons en est un excellent exemple, mais ça n'est pas le seul. Il y a la présence par d'autres moyens que la distribution commerciale d'autres films chinois qui sont vus ici. On assiste progressivement, encore une fois trop lentement, mais quand même, à une attention soutenue. Il y a des grands réalisateurs chinois qui n'ont pas fait de film dans la liste que je viens de citer, à commencer par Wang Ming, qui est certainement plus célèbre en France qu'en... Il est en tournage. Oui, mais il est en tournage et en montage, mais bon, qui est sans doute plus célèbre en France qu'en Chine, c'est important qu'il ait trouvé ses publics, ceux qu'il a pu trouver pour l'œuvre très importante qu'il réalise, et d'autres font qu'on parle d'un cinéma qui est réservé uniquement à des spécialistes et à des cercles très limités de curiosité. Il y a encore quelques années, moi quand j'écrivais au journal Le Monde dans les années 90, je me souviens très bien dans des réunions de rédaction, quand je disais je vais écrire un article la semaine prochaine, il y a un film chinois très intéressant qui sort, on me disait mais tu as déjà écrit sur un film chinois il y a 3 mois, ça suffit. Je disais non, personne n'aurait dit ça si j'avais dit je vais écrire sur un film italien ou je vais écrire sur un film allemand, et a fortiori si j'avais dit je vais écrire sur un film américain. Il y a aujourd'hui on ne me le dirait plus.
ça fait partie de ce qui est susceptible d'arriver sur nos écrans. Et si les choix qui sont des choix partiels ou critiquables peut-être, enfin, il y a des filtres, comme toujours c'est intéressant de s'interroger et parfois de s'inquiéter de qu'est-ce qui arrive par rapport à qu'est-ce qui n'arrive pas, mais néanmoins il y a cette quantité qui est aussi une qualité, puisque on peut avoir des avis différents sur chacun de ces films, mais globalement, ça fait partie du meilleur du cinéma mondial. Ce qui arrive sur nos écrans, ce sont des œuvres importantes. Un certain nombre de ces cinéastes appartiennent aujourd'hui au petit cercle, au petit groupe des grands cinéastes dans le monde. Et je pense que ça, c'est la première dimension de l'évolution. L'autre changement, il est tellement majeur et massif, ça a été l'essor du cinéma commercial en Chine. Qui arrive rarement au territoire. Voilà. Qui n'arrive pas à l'extérieur. Et pour moi, un des problèmes, c'est la séparation beaucoup trop nette qui est faite par tout le monde, y compris par les gens qui s'occupent ou qui font le cinéma d'auteur chinois, d'une sorte de cocon séparé, de boîte séparée, le cinéma commercial ici, le cinéma d'auteur là. Pour moi, ce qui est important, c'est le cinéma et l'ensemble des films. Et je pense que c'est dangereux, surtout pour les plus faibles, de se mettre à part d'un mouvement aussi dynamique que ce qui a été le grand essor du cinéma dit commercial. Disons, au XXIe siècle, dans les années 2000 en Chine, et qu'une des questions majeures, c'est les possibilités d'une dynamique qui permettrait au cinéma d'auteur chinois de profiter de la dynamique de l'énergie, de la force économique et sociologique, on pourrait dire, et aussi formelle, esthétique, en rapport avec le cinéma mainstream en Chine, qui est la grande question d'avenir pour le cinéma chinois dans son ensemble. On sait que le cinéma d'auteur fertilise et améliore le cinéma dans son ensemble, et le cinéma mainstream en particulier. Et sans doute une grande part du cinéma mainstream chinois en aurait bien besoin d'être plus réceptif à ce qu'inventent les grands artistes du cinéma chinois. Et d'un autre côté, les artistes du cinéma chinois auraient peut-être davantage à moins se considérer d'un autre monde que le cinéma commercial et industriel. Là-bas, il y a des gens qui travaillent sur ça. La figure qui, à mes yeux, reste essentielle, majeure, y compris politiquement et stratégiquement, étant évidemment Xia Zhangke. Et il y a une question là-dessus, c'est que c'était difficile de faire exister, surtout d'après que j'ai compris, d'une page pleine au monde des années 80 ou 90 sur le cinéma chinois dans la 5e génération. La difficulté n'est plus là, ça n'existe plus. Mais en même temps, le cinéma chinois, qu'on peut voir en France, reste très limité. Tu viens de donner le chiffre du cinéma chinois qui sont sortis en 2009. Mais c'était, je pense, une année exceptionnelle, parce que rarement on trouve autant de films chinois dans les salles, sur les écrans français pendant une année, et de différentes générations mêlées aussi. Alors, je voulais savoir, comment ton point de vue sur le cinéma chinois, surtout des jeunes cinémas chinois, après post-6e génération? C'est extrêmement divers, et donc c'est difficile de produire de généralité. Une des choses que moi j'ai perçues, en particulier en voyant des films chinois, alors pas ceux-là, pas ceux qui sont distribués ici, mais quand j'ai eu la possibilité d'aller en Chine, voir dans les festivals dédiés au cinéma d'auteur en Chine, c'est, me semble-t-il, mais Chou Fong et Brigitte Dusan ne sont plus
savons que moi là-dessus, une montée en puissance de films qui parlent, enfin qui concernent une plus grande diversité de territoires. Les films chinois ont été que nous avons vus étaient très rattachés à Pékin, Shanghai et peut-être quelques autres grandes métropoles pour parler du continent chinois. Moi j'ai vu, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est représentatif, mais des films qui venaient de régions de Chine que je n'avais jamais vues au cinéma. On a vu un certain nombre de films de minorités nationales chinoises. On a maintenant la consécration, je crois on peut dire, ou le début de consécration d'un grand cinéaste tibétain, Pema Tseden. J'espère qu'on peut dire d'une certaine manière, Bigan aussi nous a donné accès à un espace culturel, géographique, de comportement, de mœurs qui n'étaient pas apparents pour nous, en tout cas sur les écrans chinois, et que il y a un élargissement. Ce sont des origines géographiques, mais ça veut dire aussi d'autres rapports à l'espace, d'autres rapports aux mœurs, à la culture, à la vie quotidienne, qui viennent un peu de zones très différentes, et que ça c'est une dimension intéressante, oui, du cinéma récent. Après on voit, et puis il y a aussi un développement de recherche artistique un peu à la frontière entre cinéma et art contemporain, des films comme ça, des films que nous voyons dans les festivals, qui ne sont pas distribués, mais qui néanmoins montrent les recherches. Alors tu viens de parler de l'élargissement du cinéma chinois. Moi je pense que c'est plutôt un autre nom, je le nomme comme une sorte de décentralisation du cinéma chinois et le surgissement du cinéma chinois régional. Le Bigan, c'était un cas typique, et aussi ces dernières années, on voit le surgissement du cinéma tibétain. Bien sûr, le chef de file, c'est Pema Tseden. Là, je voudrais poser une question à Brigitte Duzin. C'est que tu as aussi traduit les nouvelles de Pema. Et quand on a rencontré la dernière fois, tu m'avais parlé d'une chose intéressante. C'est que tu sens que maintenant les cinéastes chinois, ou surtout les jeunes cinéastes chinois, ils ont un détachement vis-à-vis à la littérature, à l'adaptation de nouvelles, des romans, etc. Je voudrais savoir, est-ce que tu peux développer un petit peu sur ça? Oui, d'ailleurs ça recoupe un peu, on est tous en train de parler de la même chose un petit peu, mais de manière différente. Donc, ce que je voulais juste, en introduction, c'est revenir sur la définition, sur une définition. On parle de cinéma d'auteur, et il y a quelques années, on parlait de cinéma indépendant. Donc là, on a passé une étape, et on est passé d'un cinéma qui était indépendant, c'est toujours relatif d'être indépendant par rapport à quoi? Indépendant par rapport, en gros, indépendant des grands studios d'État, et on est passé à un cinéma d'auteur qui est, par définition, une notion subjective, et qui implique des personnalités différentes. Donc on a un éclatement des auteurs. Et ça a des corollaires, au niveau de la formation, au niveau de la réalisation. Au niveau de la formation, on a des gens qui viennent de tous les horizons, et non plus seulement, ils sont formés à l'Institut du cinéma de Pékin ou à l'Institut d'art dramatique comme l'Institut de Fang. Donc on a une grande diversité, une diversification des formations, des personnalités qui viennent de disciplines artistiques différentes, et quelquefois même de pas de
discipline artistique du tout, parce qu'ils ont commencé à travailler, ils sont revenus vers le cinéma après, donc c'est quelque chose de très nouveau et de très intéressant. Et c'est aussi une raison pour laquelle on a cette régionalisation, ou moi je dirais pas une régionalisation, une diversification régionale du cinéma. C'est pas un cloisonnement sur une région, c'est au contraire une ouverture sur l'ensemble du territoire, avec en corollaire aussi un cinéma en dialecte très souvent. Donc on a une ouverture, et ça en littérature on trouve aussi. Mais la corollaire, c'est aussi, ce sont des cinéastes qui ont quelque chose à dire de personnel, c'est un regard personnel, une expérience vécue, et c'est moins la recherche d'un texte littéraire à adapter. Et justement, la grande exception, c'est Pema Tséden mais il adapte ses propres nouvelles, à l'exception de Tsimba, où il en a adapté deux, une de lui et une de ses amis, Tseri Nongpu. Mais on a du mal à trouver aujourd'hui des adaptations littéraires. On a des gens qui viennent de la littérature ou de la poésie et qui vont au cinéma, Han Dong par exemple, l'un des derniers exemplaires, voilà. Mais on a un éclatement du paysage, donc c'est pour ça que je pense que parler de génération aujourd'hui, ça paraît difficile, je ne sais pas ce que Fang en pense. En littérature, on ne parle pas de génération, on parle de poste. On a la génération post-70, la génération post-80, et pour moi, au cinéma, on est la génération post-80. Avec toutes les conséquences que ça a. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a un certain progrès. C'est-à-dire, en fait, tous ces films qui sont sortis en France, je crois que c'est 70% sont sortis en Chine aussi. Donc, à mon avis, c'est un progrès quand même considérable. C'est-à-dire, en fait, en Chine, il y avait actuellement une cinéphilie qui a monté comme ça. Aussi, en fait, il y a un réseau d'arrêt d'essai qui a monté aussi avec des vitesses quand même considérables. Mais bien sûr, c'était, par exemple, il y a 5 ans, ce réseau est encore très faible, mais maintenant, on a quand même, pour le plus grand réseau d'arrêt d'essai, dirigé par la Cinémathèque chinoise, il y a quand même au moins 1500 écrans. L'année dernière, le plus grand succès, à mon avis, c'est parallèlement les 2 films. C'est Le Grand Voyage sur la Terre, aussi Le Lac aux oies sauvages. Donc, le titre en France, c'est Un grand voyage vers la nuit, le titre français. Oui. Quoi? Le titre français, tu parles du film de Bigan? Oui, le Grand Voyage sur la nuit. Vers la nuit. Vers la nuit, d'accord. Je crois que je suis sur la terre. Quelque chose ne va pas. Mais donc, en fait, ces 2 films, le premier, en fait, c'était un succès commercial, mais avec une méthode, une manière de promotion assez fausse, parce qu'on dit un PC entre 2 années. Après, c'est tous les jeunes amants qui sont sortis pour voir ce film, pour fêter leur nouvel an. Mais finalement, ils ont trouvé que c'est tellement ennuyeux. C'était un film tellement ennuyeux. Il y avait même des spectateurs qui sont jetés la pierre contre l'écran. Après, c'était devenu catastrophique pour le cinéaste, finalement. Bon, c'est-à-dire, en fait, les spectateurs ne sont pas tout à fait prêts pour un film comme ça. Après, on dit que la promotion, c'était vraiment tellement négative pour le cinéaste, mais en même temps, je pense que c'est normal aussi, pour moi tout est normal. Parce qu'en fait, le film a eu un prix très très cher. C'est un film presque, c'est grosse production, comme un film d'auteur. En ce cas, en fait, comme le producteur avait envie d'être rentable,
Alors, ils ont envie de tirer l'attention des spectateurs. Finalement, le film n'est pas resté dans le réseau d'art et d'essai. Il est vraiment dans le réseau de films commerciaux. Donc, la seule manière, c'était faire de publicité comme ça. Oui, alors donc c'était vraiment... c'est un phénomène contradictoire. Mais aussi, en fait, c'est le passage inévitable. Je crois que c'est quand même une mauvaise communication. C'est une mauvaise communication. Quand on vend un produit, on met en valeur les qualités du produit. Et là, on vantait un produit en vantant des qualités qu'il n'a pas. Donc, forcément, le public était... C'est pas une question de non-préparation du public, c'est proposer un produit qui n'est pas adapté au public auquel on le propose. Oui. Et donc, forcément, on se trompe et oui, on se fait un échec. En même temps, en fait, si on réfléchit à la modalité de distribution chinoise actuelle, c'est inévitable. Oui, alors on a vu ça pour Tarlo aussi. Oui, c'est les vrai. affiches de C'est-à-dire, Tarlo en aussi. fait, au niveau de distribution et diffusion, il y a vraiment de travail à faire pour, en fait, pour savoir à quelle manière on peut, en fait, faire de promotion pour lequel film. Mais est-ce que, vraiment, mais est-ce que le cas de la cause oies sauvage, c'est pas le même. Non, non, justement, n'est pas un meilleur exemple, parce que là, c'est une espèce de truc hors de tout. Oui. Ouais, exceptionnel quand même. Ça ne représente rien du tout en réalité, c'est un cas exceptionnel où ils ont fait un coup qui aurait pu être gagnant et qui peut-être s'avère perdant, mais moi je ne sais même pas quel sera le bilan, puisque si, disons, 10 millions de spectateurs ont vu Le Voyage au bout de la nuit et 9 millions ont été furieux, mais 300 000 personnes qui n'auraient jamais vu ce film ont été contentes. Et qui sont devenus cinéphiles et qui en commencent fait, à fréquenter les salles, les cinémas comme en ça. fait, Voilà. moi, en fait, c'était quand même considérable. Je pense, en fait... Mais le cas d'Hiroinen, je si, pense que c'est plus intéressant. Il y a seulement 10% des spectateurs qui ont vu le grand voyage vers la nuit, qui étaient contents. C'est réussi. C'était réussi à mon avis. Après, à propos de Lac aux oies sauvages, en fait, j'ai travaillé, j'ai intégré dans la production. Donc, j'ai beaucoup intégré pour le tout dernier remontage de film. Alors, donc, ce film-là, c'était, il a eu, en fait, on pourrait compter le bilan comme 4 millions d'entrées en Chine. Donc, on dit, qui est assez énorme, qui est on peut dire un record pour un film chinois qui a été... Pour un film chinois, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Non, pour un film chinois considéré comme AEC qui a été présenté au Festival de Cannes... C'est considérable. C'est considérable, 4 millions. C'est vraiment considérable. Alors, en même temps, en fait, le film a montré une perspective de la société chinoise tellement complexe. Aussi, en fait, artistiquement, c'est un film qui a vraiment, de point de vue artistique, assez complexe aussi. C'est très prégnant, c'est très complexe. En ce cas, je crois que c'est un véritable encouragement pour le cinéma d'auteur aujourd'hui. Mais bien sûr, en fait, depuis 2 ans, nous avons, en fait, je travaille dans les conditions, je connais, c'est dur, c'est difficile. Mais en même temps, quand j'ai vu ce film, je dis, en fait, comme Diao Yinan, depuis son premier film en réalisation, en fait, il reste dans son propre terrain. Il insiste son propre discipline. Finalement, c'est réussi. En certains cas, c'est réussi. Alors je dis, mais c'est un exemple pour les autres. C'est-à-dire, si vous voulez, en fait, soit volontaire. Sa passion est volontaire.
Donc, les autres, je crois que parce que je travaille, mon premier film en production, c'était The Search de Pema Caidan, associé avec Brigitte. On a travaillé avec Pierre Rissian, donc c'était mon premier film en production. Le film n'est pas distribué en France. Et quand on le passe, il est très difficile, très très difficile. Oui, oui, oui. Mais Pema aussi, en fait, c'est quelqu'un qui a sa propre insistance. Je préfère dire insistance. Il reste vraiment volontairement dans son domaine. Et puis, en fait, continue sa recherche esthétique aussi, sa recherche de fond. Alors, donc, c'était finalement avec Jimba aussi à Ballon. En fait, on voit le progrès qui était quand même, en fait, c'est constant. Et Ballon, je fais rappel aux spectateurs, le Ballon, le nouvel opus de Pema Caidan est aussi sélectionné et présenté au festival. Il y aura encore une ou deux projections au studio Usine, vous pouvez aller le voir. Enfin, tu viens parler de la difficulté de monter un film, de produire un film, de faire exister un film chinois d'auteur en Chine. Je voudrais poser une question à Xiangzi. Qu'est-ce que tu sens après avoir fait, réalisé et produit, je pense que tu as autoproduit aussi, ton premier film qui a été sélectionné à la Berlinale l'année dernière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours de cinéaste et comment tu as fait exister ce premier film? J'ai présenté le film. I really wish I understand French, and I really wish I can speak French. I mentioned to my friends before that I don't think I'm the perfect person to sit here and discuss with a very important scholar and critics in France and in China. Me, as a young director, I can only speak from my own experience and how I did a feature film without much help from any film foundation or any public funding. We used our own money to shoot this film. How do I put it? It's quite a journey for me. We shot it in Beijing during 18 days, and I was pregnant with my second daughter. I was 4 months. She was 4 months in my belly. So I enjoyed it very much because most of my leading chief in the crew are my classmates in New York, and some of them are my friends that studied in Li Xianting Film School. So we had a lot of fun. Yeah. Li Xianting, c'est un personnage extrêmement important qui est justement fait partie du cinéma indépendant, de la grande vague du cinéma indépendant des années 1990-2000. Et Li Xianting a créé une fondation qui est au nord de Pékin, et il avait créé aussi, associé à cette fondation, un festival de cinéma indépendant qui malheureusement a été interdit maintenant. Donc Li Xianting continue avec une école de formation de jeunes cinéastes dont a pu bénéficier Xiangzi. Et quand on dit c'est atypique, c'est pas tellement atypique finalement d'autofinancer ses films comme ça. Je sais pas ce qu'en pense Franck, mais on voit de plus en plus de jeunes réalisateurs qui ont un film et qui veulent le produire. Ils sont un groupe en fait de cinéastes. Ils ont fait des études ensemble et
Ils s'autoproduisent. On en a un autre film, un autre exemple, un très bon exemple dans ce festival, c'est le film de Chai Xiaoyu, donc vous allez pouvoir le voir, je pense, le revoir aux Ursulines. Ça s'appelle Fish Park. Et Fish Park a commencé avec un don d'un ami du réalisateur. 200 000 yuan, c'est rien. Et ensuite, quand il a eu épuisé son argent, il a payé lui-même de sa poche. Et c'est assez courant. Même dans la génération précédente, on a des réalisateurs qui ont commencé en payant eux-mêmes leurs films et qui ensuite se sont fait connaître et ont pu trouver un producteur. Alors, ce que je voulais dire aussi à propos de ce cinéma d'auteur dont fait partie Xiang Tse, c'est qu'ils ont quand même été beaucoup aidés au début par l'émergence de nouvelles sociétés de production. Sociétés de production qui étaient aussi par des amateurs, par des fans de cinéma de cinéma de qualité, parce que dans le cinéma d'auteur, ce qui n'était pas le cas forcément dans le cadre du cinéma indépendant, tel que de par sa définition, c'est dans le cinéma d'auteur, on a un cinéma de qualité. Et le cinéma de qualité, c'est pas forcément un cinéma qui coûte très cher. Donc on peut le financer au début au moins par ses propres moyens. Et donc émergence de petites sociétés de production dont ont bénéficié énormément de jeunes réalisateurs. L'une des premières c'était Heaven Pictures, dont a fait partie Pema Tsedan par exemple, ils ont coproduit Tarlo. Et puis, émergence en 2013 d'une autre petite société de production qui s'appelle Blackfin. Et Blackfin a financé en particulier le deuxième film de Jai Yixiang, qui est également au programme du festival. Oui, tu viens parler de comment dire, faire exister les films, mais quant à la visibilité de ce film indépendant ou d'auteurs chinois, et comment les montrer, comment les faire distribuer en Chine, c'était notre problème. Sur ça, je crois que Jean-Michel, tu voulais parler un petit peu des salles. Non, je voulais reprendre un petit peu ce qui a été dit, qui est très important, le problème principal aujourd'hui est que les films chinois qui se font, et il s'en fait beaucoup, et des bons films, des films différents, c'est ce qu'on a commencé à dire, puissent être vus et rencontrer du public. Les 1500 salles qui ont été mentionnées, qui sont sous l'espèce de dispositif qui est piloté par la Cinémathèque, d'abord c'est très récent, donc il y a un facteur temps très important de construction de public, et on parle là de la première phase d'accessibilité à un public relativement large et qui est à construire. Les publics n'existent jamais d'emblée, et donc il y a un travail au long cours, donc il faut espérer qu'il soit fait. Après, il faudra voir quelles sont ces salles, qui en fait ne sont pas des salles, qui sont des écrans dans des multiplexes. Donc on sait faire exister un écran plus ou moins dédié au cinéma d'auteur dans des multiplexes qui passent des choses tout à fait différentes. C'est plus compliqué que de construire des lieux dédiés, qui eux sont rarissimes en Chine aujourd'hui. Il n'y a pas de circuit à réessai au sens qu'on aurait en France, et ça change beaucoup de choses. Et donc je crois que tout ça est plutôt prometteur, c'est-à-dire qu'on est plus dans une phase initiale de développement où ces écrans attribués de manière parfois contrainte, de manière pas toujours avec enthousiasme par ceux qui dédient à d'autres cinémas que les films, que les blockbusters, soit chinois, soit hollywoodiens, ça ne va pas de soi. Il faut vraiment fabriquer cette manière d'exister de ces films-là en relation avec quelque chose dont on n'a pas encore parlé, qui est extrêmement important et qui est plus que les réseaux sociaux, qui est l'ensemble de ce qui se joue sur Internet, à la fois pour rendre qu'il y ait une visibilité pour les films
qu'on sache que les films existent et pour les regarder, puisque les films chinois, et en particulier les films chinois d'auteur, sont beaucoup plus vus en VOD sur Internet que dans les salles de cinéma. C'est de très loin le premier espace de rencontre entre des publics chinois, des spectateurs chinois et des films autres que le mainstream le plus puissant. Et enfin, pas enfin, parce qu'il y en a encore d'autres, mais une troisième dimension importante, Brigitte rappelait cet exemple particulièrement violent et condamnable de l'interdiction de ce festival à Pékin. Il y en a eu pas mal d'autres, mais des festivals interdits. Néanmoins, il me semble, je parle sous votre contrôle, mais de ce que j'en perçois, il y a de plus en plus de festivals. Il y en a d'autres qui ouvrent partout, soit des festivals généralistes d'auteurs ou faisant de la place à des films d'auteurs, soit des festivals plus dédiés à des thématiques, et en particulier des festivals documentaires qui apparaissent dans des zones très variées et très dispersées de l'immense continent chinois, qui sont aussi des points d'appui pour que se construisent des publics, y compris des publics locaux et régionaux qui peuvent être liés à des universités très loin de Pékin, de Shanghai, de Chengdu, des grandes métropoles, quoi. Et qu'il y a là aussi une dynamique prometteuse, mais qui est encore dans une phase, un premier ou une deuxième étape d'un processus qui ne peut pas ne pas être long. Là, c'est aussi une tendance, je pense, ça pourrait être une tendance du nouveau cinéma chinois, c'est-à-dire il y a une envie de découvrir les films d'auteur dans les salles, sur le grand écran, et aussi je me souviens quand j'étais en Chine et jeune cinéphile, le seul accès pour moi de voir des films d'auteur mondial, c'est d'aller acheter un DVD pirate ou le téléchargement illégal. Et maintenant, je pense qu'il y a un grand changement. Et c'est pourquoi le titre d'Aberon de faire référence en pluriel à la fameuse article de François Truffaut, qui était une certaine tendance du cinéma français, qui a été polémique à l'époque avant l'arrivée de la nouvelle vague en tant que cinéaste. Moi, je trouve que maintenant, c'est le meilleur moment pour comparer ce qui arrive en Chine au phénomène de la nouvelle vague. C'est que d'abord, le sens d'auteur est bien ancré dans toutes les jeunes générations des cinéastes, de créateurs. Ça veut dire parfois, même avant de faire un film, ils ont un sens, un sens honneur d'être un auteur déjà. Donc ça peut donner des effets secondaires, bien sûr, mais en même temps, il y a aussi une envie, une liberté folle vis-à-vis de fabriquer un film. Avant, en Chine, c'était l'opportunité de faire un film, ça se passe par des écoles de cinéma, et maintenant il y a de plus en plus des jeunes qui viennent de nulle part, qui viennent de différentes formations, qui commencent à faire des films eux-mêmes. Donc de ce point de vue, je voudrais poser une question à Feng. Tu es professeur de cinéma, tu enseignes, tu as des élèves de cinéma qui sont devenus des élèves de cinéma qui deviendront cinéastes. Alors qu'est-ce que tu sens par rapport à ça? Ça veut dire l'émergence des cinéastes qui ne viennent pas de l'école de cinéma, mais qui sont autodidactes peut-être, mais ou qui pourraient avoir une autre formation. En fait, je suis sortie de l'Académie du cinéma de Pékin, Beijing Film Academy, et puis je travaille depuis 22 ans à l'Académie centrale de dramatique. Encore, on a des autres écoles, par exemple l'Université de communication, le Conservatoire d'art dramatique de Shanghai, tout ça ici. En fait, ils sont beaucoup, en fait, plus en plus d'écoles, d'universités
qui a leur formation pour le cinéma, pour la réalisation, écriture du cinéma. Mais c'est vrai que comme tu as dit tout à l'heure, il y a plus en plus de jeunes cinéastes qui n'ont pas une formation très professionnelle du cinéma, qui est issue d'une certaine cinéphilie. Et puis qui voilà, a commencé leur travail de réalisation. Ça existe aussi. Je peux raconter, mais peut-être 20%. 20% parce que j'étais en juré d'un fonds de soutien pour le jeune talent. Donc en fait, parmi les 10 films, 10 projets sélectionnés, il y a deux réalisateurs, deux jeunes cinéastes qui n'ont pas vraiment de formation à l'école. Alors donc sinon, en fait, ils ont divers sources. Par exemple, il y a des jeunes réalisateurs qui sont formés ici, en France, à l'université Paris-Hutt, sinon la FUMIS. Sinon, en fait, c'est des cinéastes qui sont sortis de grandes écoles de cinéma et de théâtre. Oui. Donc c'était, pour moi, c'est vraiment depuis, je pense, depuis 20 ans, depuis même 30 ans, c'est l'éducation de cinéma. Éducation cinématographique, il y a un développement dans différentes zones, mais en même temps c'est limité aussi parce que on peut pas, parce qu'il y a beaucoup d'universités régionales qui ont fait de formation de cinéma aussi, mais en fait l'effet c'est encore limité à mon avis. Ça reste encore quelques 5 ou 6 écoles qui sont en fait l'éducation reste efficace pour la formation du cinéma. Et Science, est-ce que tu peux nous expliquer comment ce tournant dans ta vie est arrivé? Parce que je crois que tu as d'abord eu une formation économique et puis tu as fait ces études au New York Film Academy. Et Science, est-ce que tu peux nous expliquer comment ce tournant dans ta vie est arrivé? Parce que je crois que tu as d'abord eu une formation économique et puis tu as fait ces études au New York Film Academy. Et aussi, est-ce que tu peux parler comment tu as dirigé ou comment tu as dirigé des acteurs dans ton film? Je crois, a priori, ils sont tous, ou au moins la plupart, sont non professionnels. I don't know if everybody is prepared for listen to this story. It's going to be very long, and maybe you run out of this cinema before I finish it. My dream is not becoming a director. My dream when I was 10, I want to become a writer. And I want to be the first writer to win the Nobel Prize for Literature. Yeah. It's very funny, but it was a dream when I was 10 years old. But then Mo Yan won the Nobel Prize, and my dream became, okay, I became the first female writer to win the Nobel Prize in China. So making film is such a coincidence. I chose to learn international trade and business because I know professional writer, you will suffer. You will be, it's unrewarding. It's not a life that I want to choose at the first time. But if the universe wants you to do something, sometimes, somehow, it pushes you into the right direction. So I was writing while I was in university, sometimes until 2 a.m. And I think I must bother my roommates a lot, but they are so nice, they didn't tell me anything. And so, first year in university, in the summer vacation, I read a short story, and I tried to send it out. I waited many months, there's no reply, nobody published it, so I kind of forgot it. 2009,
September, in my finance class, I read a newspaper in Beijing, Xinjiangbao. Professor Xu must know it. There is an article talking about this famous independent director have shot a movie and they went to Sundance. I read the title of the movie, I read the character's name of the movie, I read the plot of the movie. It is my story. I don't know where they got this. And I don't want to mention the name of the director because I don't have any proof now to say, okay, that is my story. But I know. I got drunk that day, I vomited, my roommate helped me clean the floor. But I'm so angry and happy at the same time because I got somehow recognized. Nobody knows, but I do know. So I decided to go to the independent film circle because maybe I know this director later on. So I want to go to the independent film circle to start to know people, maybe eventually I know what's going on. And by the name, I use my pen name, it's called Jia Lisha, because my English name is Lisa. Jia means fake, but it's kind of like in the Hong Lou Meng, Chinese novel, and the character use Jia, which also means fake. At the same time, it's a family name, but in a different character. So that was my pen name. If you check it, you will know which film I'm talking about. They said I think after somebody heard the story later, they put this name, the pen name, as credited as the screenwriter. But nobody have ever known this Jia Lisha's face or story or study background. So anyway, I went to Li Xianting Independent Film School because I saw the notice that they have this 1 month program, teach you how to make a short film, and then later on they have 9 months so you can make a short film. So I went to study there. The editing teacher turns out to be the editor of that film. So because they want to Sundance, they want to go to the theater in China, they need to do some re-editing. So they can pass the censorship. So they didn't screen it in any theater yet because my classmates in the independent school already know the story. They know the ending. So in the editing class, they said, oh, the ending is this and that. And the editor says, how do you guys know? We didn't show this film yet. And then my classmate says, because she wrote it. And then the editor said, do you want to meet with the director? Do you want to meet with the screenwriter? But at the moment, I was like 18, 19 years old. I have no idea. And deep down, I have this feeling I don't want to be there, but I also want to ask him the question, how could you? But I consult with my father, and he said he's independent, and he's a famous independent director, and you are a student. You are not even in film school. Who's gonna believe? Who the people are gonna believe? Him or you? So in the end, I didn't meet with them, but I have something deep down that I know I can do better one day. So I go to after I finished 2 short films, and I apply for the New York Film Academy. It's not the best film school at all, because it's new, it's founded in the 90s, 1990s, I forgot which year. But I'm not there to learn how to write a script. I'm not there to learn who directed the first film ever in history, because I can read it myself on the internet. Because I just need to put my hands on camera and start shooting because I know how to write. I started writing since I was 7 years old. I've been trained by myself because I think somehow there's something in language and in how do you tell a story. It's untouchable that you can teach somebody a basic level of writing, but you cannot tell somebody how to be excellent. And another story, to add a little bit my experience in writing in film school. That's why I have this conclusion.
I studied how to, I mean, of course you will have a script writing class in the film school, but I wrote in my way instead of the Hollywood way that you need to follow. There's 3 acts, there is an inciting incident, and then there is a climax, and then at certain minutes you need to make the audience feel, oh my God, she's gonna die, and then in the end, oh, she's not gonna die, and I'm not following it that way. And I write 30 pages, and my professor refused to read it in class because we need to read each other's pages, so all your classmates will give comments. But he refused to let me read my pages in class because he said, when I asked him why I cannot read it, and he said that because you didn't follow the rule that I told you. That's in America, surprisingly. And you didn't follow the rule that I told you you should do it, so you cannot read it in class. But I need to be graduate. I need my diploma. So otherwise, while I'm spending some time in America, I still need to get it. So I write another script following what he taught in class. 3 acts, inciting incident, climax, whatever. And he loved it. It's actually a very interesting story because it talks about SARS. It's a story about SARS, and I write it. It's very positive, and there's tears, laughs. And he said, if you don't shoot it, I will shoot it. He's graduate from AI5. And yeah, that's my experience in film school. Vous avez quelques réactions? Oui, est-ce que je peux dire quelque chose? Parce que je trouve que c'est assez typique de la manière dont justement un jeune réalisateur à l'heure actuelle n'a pas du tout envie de suivre les règles, et il a ses propres règles, et c'est pour ça qu'on a un cinéma aussi divers et aussi riche finalement. Il faut juste avoir la persistance, comment il dit, l'insistance pour arriver à ses fins. Michel? Ah, tu as dans le texte de Marie-Pierre. Alors, je vais essayer de vous lire le plus rapidement possible les quelques notes sur le cinéma chinois que m'a envoyé Marie-Pierre Duhamel. Je commence. Il est bien possible que la vision du cinéma en Chine des commentateurs occidentaux et du public cinéphile soit quelque peu déformée par les conditions d'accès au film, à la production courante et aux commentaires locaux, qu'ils soient ceux de la critique ou ceux des spectateurs. Comme souvent, 2 mondes vivent et commentent en parallèle, celui des spectateurs des objets filmiques sous-titrés qui circulent dans les festivals et les programmations éditorialisées, et celui des spectateurs observateurs de la réalité du cinéma tel qu'il existe pour les millions de spectateurs chinois. Cette réalité-là est celle des cinéastes eux-mêmes avec laquelle ils doivent quotidiennement composer. Pas question ici, bien sûr, de dire qu'un beau film ou un mauvais ne sont pas ce qu'ils sont pour les spectateurs de partout. Mais pour mieux comprendre dans quelle réalité s'inscrivent les films qui circulent dans nos pays, il faut parler du cinéma dominant, entre guillemets, du cinéma dit commercial, dans le cas chinois, celui qui est distribué. Car ce qui est proposé au public des salles chinois est au fond une vaste entreprise de reproduction où les quelques cinéastes originaux que sont Jia Zhangke, Liu Yinan ou Wang Xiaoshui, pour ne citer que les plus connus distribués hors de Chine, survivent dans un sinistre marais de faux films hollywoodiens, de demi-mangas japonais, de clips MTV et d'autres rom-com ou dramas coréens, sans parler des tentatives de reproduction des genres hongkongais. On sait dans tout ça ce qui est le plus pénible des tics de filmage et de trucage. Les chefs opérateurs clippers, les monteurs truqueurs et les fabricants d'effets spéciaux semblant être seuls aux commandes de la réalisation, de la musique d'ascenseur tartinée non-stop, de la pauvreté des scénarios ou du ridicule de la direction d'acteurs, justement. Cet élan copieur a d'ailleurs un équivalent cinéphile chic. Ainsi, en 2019, n'ai-je pas compté au moins de 4 copycats chinois, plus ou moins réussis, des films du grand Hong Sang-soo. Dernier
dernier coqueluche en date localement où on s'en joue est réduit à des recettes, des tics et des trucs, des tropes et des systèmes, bref, le contraire de son cinéma. Parlons donc du cinéma populaire commercial en Chine. On y trouve des comédies ou drames romantiques, avec dans certains cas une dose si forte de machisme que l'opinion publique renacle, des machines en costume avec dose d'arts martiaux qui recyclent à l'infini une Chine ancienne de parcs à thème, et où la fascination pour l'Empire sent fort la rhétorique nationaliste, des films d'action polaire qui explosent en vol vu leur incapacité à suivre la plus petite leçon de Johnny Two sur l'économie du scénario, des films d'horreur si puritains et si approximatifs qui font honte en cinéma chinois des années 30, des films de type fantasy à la remorque de Suihard, des machines de propagande, biopic et célébration qui font honte à l'histoire du cinéma officiel chinois en recyclant sans esprit ni cœur les tropes des années 50. Alors, le public n'a pas le choix non plus, la distribution en salle étant encadrée d'un no ainsi d'en haut. Ainsi, le gouvernement peut obliger les salles à retirer un ou plusieurs films pour faire place à un ou d'autres jours du jour au lendemain. Les exploitants étant dans leur écrasante majorité des commerçants guidés par le profit immédiat, l'art et essai étant inexistant, voire le réseau RSE du gouvernement, lamentable échec annoncé, propagande grossière pour occidentaux aveugles au soft power, et la programmation indépendante persécutée par la milice. Le public chinois paye cher le billet pour ne rien voir qui lui permet de construire ce qui ici nous appelons le goût. Exploitation cinématographique des pays de l'Ouest connaît bien le rapport compliqué entre cinéma de commerce et tentative personnelle, et le paysage n'est pas rose. Néanmoins, l'intervention de la puissance publique, l'existence de publics culturels local et le libre mouvement des activités du cinéma garantit encore aux spectateurs citoyens l'accès à la fameuse diversité des objets filmiques. En Chine, ce que le marché et l'État admettent comme goût reste du côté du plus bas dominateur commun. Les fins clubs de stars polluent, de même que les présenteries sur la chair fraîche, ce tonneau étourdissant des jeunes pop stars ou mannequins devenant acteurs sans cesse de présenter des marques. Tout le reste n'est qu'exception confirmant la règle. On sait bien que c'est la diversité des formes qui fait la culture de cinéma d'un peuple. À cette question de la construction d'un public de cinéma, le régime n'a jamais répondu autrement que par un système de studio super soviétique, suivi après les années 80 d'un appareil mêlant spéculation financière et répression sur lequel se cassèrent les dents des jeunes loups des années 80, puis tous les autres légaux talents qui circulent à l'étranger sont le beau mais maigre arbre qui peine à cacher la forêt. Le public chinois est globalement privé des moyens de se constituer en public de cinéma, ce qui en retour bride la créativité chinoise, lui interdit l'accès à l'économie commune, improvisant en retour ce qui devrait être le cinéma populaire de notre temps, d'un qui ne sera pas que recyclage infini de recettes. Fin du texte. Alors, Jean-Michel, qu'est-ce que tu veux dire après le texte sanglant de Marie-Pierre? Oui, mais enfin, on peut résumer que rien ne va, que tout est pourri. C'est tout à fait Marie-Pierre, d'ailleurs. Et je pense que ce n'est pas juste, tout simplement. Marie-Pierre a une meilleure connaissance que moi du détail, si on peut dire. Elle voit plus de films, et je pense qu'elle a subi beaucoup plus que moi de regarder des mauvais films chinois. Il y a énormément de mauvais films chinois, mais il y a énormément de mauvais films américains, il y a énormément de mauvais films français. Toutes les industries du cinéma produisent
majoritairement des mauvais films. Donc c'est Même en France. en France, mais en France, j'allais dire pire qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'en France, si on produit 230 films par an, s'il y a 20 bons films, on est content. Ceux qui seraient professionnellement ou par peut-être par goût pervers amenés à voir 150 très très mauvais films français chaque année, diraient rien ne va dans le cinéma français, et ils auraient tort. La France est probablement un des pays au monde qui produit le plus de bons films. Et le plus de bons films, c'est 20 films sur 235. Donc c'est pas... on peut insister. Il y a... Tout ce que pointe Marie-Pierre est exact. Les problèmes sont là. Hein. Les problèmes sont là. Il me semble qu'il y a à l'œuvre en Chine aujourd'hui, c'est ce qu'on a un peu dit, je crois, pendant toute la première partie, des dynamiques minoritaires, soyons très clairs, des dynamiques fragiles, des dynamiques qui ont du mal, qui subissent des coups d'arrêt, mais qui existent et que moi je vois plutôt s'élargir, et Marie-Pierre en fait partie, au moins comme étant une des programmatrices aux côtés de Marco Müller du festival de Lignao, qui joue un rôle dans ces mouvements bénéfiques qui travaillent malgré tout le cinéma chinois, et elle le sait bien, qui rendent plus intéressant de porter attention aujourd'hui, d'une part, à ce qui se fait de plus créatif, de plus audacieux, de plus inventif, d'autre part, et pour moi, son nom est revenu plusieurs fois, mais peut-être en ce moment, stratégiquement, ce qui est le plus significatif ou le plus sensible, qui est le cas du film Le lac aux eaux parfumées et des films de Théo Yinan, au moins les deux derniers, Black Hole et celui-là, enfin en tout cas Night Train était un peu un autre cas, mais ces deux films-là, qui sont aussi des films de nature à dépasser ce cloisonnement dangereux entre du cinéma d'auteur hyper confidentiel et élitiste et du cinéma commercial qui par définition serait nul et pas regardable. Mais si on prend des gens qui viennent un peu de l'autre côté, je pense que quelqu'un comme Feng Xiaowang par exemple est un cinéaste auquel il y a des tas de raisons de porter attention, et par le sujet des films sur lesquels il travaille, et par des choix de mise en scène aussi, même s'ils sont beaucoup moins audacieux, moins radicaux que ce que nous préférons du cinéma chinois contemporain, mais que moi j'aurais assez envie de symboliser ou d'incarner avec Yao Yinan et Feng Xiaowang des cheminements qui tendent vers la construction d'une continuité d'un cinéma chinois contemporain intéressant, divers, émouvant, inventif formellement, parlant de la société contemporaine et du monde dans lequel nous vivons, notamment vivent les Chinois, et qu'on a ces dynamiques-là, je crois, sont réelles, et que, en insistant que sur les aspects négatifs qui sont réels, c'est-à-dire tout ce qu'elle a décrit existe. Et je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je trouve que ça ne nous aide pas beaucoup, finalement, à construire une relation utile et qui puisse aider chacun d'entre nous à sa place, ne serait-ce que comme spectateur, ce que font les Chinois pour ce qui concerne le cinéma. Brigitte, ou fin. Oui, non, moi je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On a une masse de films qui sortent et qu'on n'a pas envie de voir, c'est un autre problème. Mais de toute façon, on travaille dans la marge. On sait qu'on travaille dans la marge. Donc on ne va pas chercher des films qui sortent dans les grands studios et qui sortent dans les grandes salles commerciales. C'est pas intéressant, mais c'est pas intéressant en France non plus, et c'est pas intéressant aux États-Unis non plus. Donc on sait ce qu'on veut, et c'est ce certain regard-là, c'est certaines tendances justement qu'on essaie de déterminer, et qu'on essaie de déterminer à la marge. Parce que c'est dans la marge que se passent les choses, c'est pas dans les...
je suis pas sûre non plus. Hein. C'est un hommage parce que c'est un cinéaste qui avait vraiment envie de faire son chemin, mais en fait, il est peut-être dans l'hommage, peut-être il est dans un autre chemin. C'est possible, hein, parce que tout est diverge à mon avis. Mais je pense qu'en fait, je suis d'accord avec Jean-Michel. Dans le texte de Marie-Pierre, tout est vrai. En même temps, c'est limité de son propre point de vue. En même temps, je travaille dans cette condition depuis au moins une vingtaine d'années. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était en fait le cinéma chinois, même la Chine, c'est dans la transition infinie. On ne sait pas quand, hein. Mais je ne sais pas, est-ce que la France est dans une situation bien meilleure? Je ne sais pas, c'est bien meilleur en certains cas, mais en même temps, ce n'est pas évident non plus. Hein. Donc de toute façon, pour moi, c'était un parcours comme ça. Je tirais, pour moi, en fait, récemment, je tirais la leçon dans l'histoire de Chine. Je dis, si on veut vraiment travailler avec notre propre volonté, avec notre propre perspective, il y a deux choses, c'était nécessaire. Le premier, c'est la volonté, la bonne volonté. Sinon, et puis le deuxième, c'est la patience, la vraie patience. Avec les deux, ça marche. Sinon, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche jamais. Au moins dans le cinéma chinois. En Chine, ça ne marche jamais. C'est seulement avec ces deux qualités on pourra travailler pour un avenir quand même meilleur. Je pense, c'est presque sûr. Bon. Alors, on va peut-être passer la parole au public. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas à lever les mains. Merci, bonjour. Ce ne sont pas des questions que je vais vous poser, ce sont des observations. La première concerne effectivement la distribution du cinéma d'auteur chinois en salle en Chine. Selon moi, je vais vous dire ce qui est selon moi le principal frein. D'abord, vous avez parlé, Jean-Michel et puis monsieur, vous avez parlé du réseau NAC, c'est le réseau ARSC dont on parlait tout à l'heure. C'est un réseau, comme vous l'avez dit, qui a été créé en 2016. À ce jour, ce réseau a distribué 87 films. Mais la première chose, déjà, c'est quelle est la conception du cinéma d'auteur de ce réseau, quand on sait que le principal succès de ce réseau en 2019, ça a été Bohemian Rhapsody, le film sur Queen. Est-ce qu'on considère ça comme un film d'auteur ou pas? Le deuxième succès, ce fut La Mule de Clint Eastwood, et va sortir très prochainement, enfin, dès que les salles de cinéma seront de nouveau ouvertes, Jojo Rabbit, qui vient de sortir aujourd'hui en France. Donc déjà, ce réseau permet donc une ouverture très très nette, c'est très très important. Ça permet au public chinois de voir d'autres films que les films qui sont habituellement dans les quotas ou qui sont achetés au forfait. Mais il y a aussi là une petite limite en ce qui concerne la conception de cinéma d'auteur. Ensuite, la deuxième raison, ce réseau a de grands avantages, de très grands avantages, notamment il y a très très important en 2018, il y a un réseau qui s'appelle Tao Piao Piao sur lequel on peut acheter ses billets online, qui investit 300 millions dans le réseau, donc c'est très important. Il faut savoir aussi que ce réseau NAC a un quota particulier et que les films qui se passent dans le réseau doivent obligatoirement avoir le Lion d'Or, c'est-à-dire que c'est obligatoirement des films qui ont reçu leur visa de sortie sur le territoire chinois. C'est totalement fermé au cinéma indépendant. Enfin, et c'est là pour moi le principal frein au développement de certains cinémas d'auteur en Chine, c'est l'ordre financier. Comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, ce n'est pas un réseau de salles dédiées, ce sont des écrans à l'intérieur de salles. À partir du moment où vous sortez un film
film est distribué, il va être distribué dans tout le réseau. C'est-à-dire qu'il ne va pas être distribué dans... Vous n'allez pas choisir 2 salles à Pékin, une salle à Chengdu, une salle à Shanghai. Il va sortir dans tout le réseau. Ce qui implique des coûts de promotion, de distribution, de marketing et de support numérique extrêmement importants. Et finalement, sortir un film d'auteur, ça coûte pratiquement aussi cher que de sortir un film commercial. Donc, à partir du moment où un film a un petit budget, quel est le producteur qui est prêt à doubler le budget ou avoir un budget encore plus conséquent en promotion que le budget du film lui-même? Donc ça, pour moi, c'est le principal frein. Ensuite, une deuxième observation, ça concerne ce que disait monsieur à propos de la cinéphilie du spectateur chinois. Ça, moi, je le confirme absolument. Le film libanais Capharnaüm a obtenu un succès absolument colossal en Chine, en 2019, c'est extraordinaire. Et plus récemment, un petit film italien qui a 20 ans, qui est ressorti au mois de novembre avec une copie restaurée qui s'appelle La légende du pianiste sur l'océan, a obtenu également un succès considérable. Et au-delà, ces 2 films-là que vous venez de citer, vous le considérez comme le film d'auteur ou pas? Ce sont des films d'auteur. Ce sont évidemment des films d'auteur. De vrais films d'auteur internationaux, certes, qui ont fait une belle carrière internationale, ce sont des films d'auteur. Et enfin, je rebondis, ce sera ma troisième et dernière observation sur ce que disait Jean-Michel à propos de la frontière cinéma commercial, cinéma d'auteur. Il existe en Chine, comme partout maintenant d'ailleurs, la frontière est de plus en plus poreuse, et ce qu'on appelle les films du milieu, qui sont ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre. Et pour moi, par exemple, le film d'ouverture de ce festival, le film de Louillet, c'était pas un film d'auteur, c'était un film du milieu. Un budget conséquent et une star, pour moi, c'est un film du milieu. Voilà. Je sais pas, mais pour le cinéma d'auteur, je crois que c'est une chose importante, c'est une véritable recherche esthétique. Après, une véritable recherche de fond. Si les taux, avec les taux conclusions, je crois qu'on pourra définir comme un film d'auteur. Sinon, en fait, si on a de mode, si on a de genre dans ce film, si on a comme le cinéma de genre, c'est pas un problème, je pense, parce que le cinéma d'auteur était défini d'abord par les critiques de cahiers du cinéma. En fait, les films comme Nicolas Ray, de Howard Hawks, sont carrément des films de genre, sont définis comme le film d'auteur, quoi. Donc je sais pas, bien sûr, en fait, le film de milieu existe, parce que le cinéma de genre, c'est une tradition cinématographique. Et puis, c'était en fait... c'est même en fait une richesse cinématographique qui pourra nourrir beaucoup de cinéastes aussi. Tous les films de genre ne sont pas des films d'auteur. Je sais pas. Hein. Mais il y a de plus en plus de films d'auteur de genre aussi. Voilà. C'est justement parlé tout à l'heure Jean-Michel, que je suis d'accord aussi que le chemin ouvert, on peut pas dire que c'est ouvert par Dio Inem, mais c'était quand même mis en highlight par Dio Inem, par ses derniers films. C'est justement un cinéaste d'auteur qui devient très ouvert au code de cinéma de genre. Et ça a un écho avec justement ce que vous venez de dire, c'est le cinéma du milieu aussi. Oui. En fait, je travaille beaucoup avec un autre cinéaste chinois, Xu Haofeng. C'est le cinéaste qui travaille surtout pour le film de d'arts martiaux. C'est en fait peut-être le plus grand auteur de films d'arts martiaux. Mais c'est vraiment, c'est carrément dans la catégorie de films de genre. C'est typiquement chinois aussi. Mais en même temps, il y a toujours beaucoup de réflexions sociales, historiques, aussi humaines, esthétique dans son film. En fait, ça fait en fait une certaine difficulté pour la diffusion de son film aussi. Parce qu'en fait, par rapport le budget, en fait, ces films, jusqu'à maintenant, sont toujours pas rentables. Voilà. Le maître n'est pas rentable. Parce que le budget, c'était 50 millions yuan renminbi. Et puis le box office, c'est
56 millions yuan. Donc c'était pas rentable. Alors donc c'était... Mais en même temps, ce cinéaste, il continue toujours à produire son film. C'est des films de budget plus en plus gros. Donc ça veut dire en fait, finalement, on pourra tenir le coup, mais sous certaines conditions. Je ne sais pas lesquelles conditions. Parfois, c'est pas très net. Parfois, parce que, par exemple, l'exemple de Xu Haofeng, c'est vraiment intéressant, parce que tous ces films ne sont pas rentables, et le dernier film n'est pas diffusé. Mais en ce cas, il a quand même produit son nouveau film, qui est vraiment un film de grosse production. Donc, c'est-à-dire, en fait, finalement, il y a ce film, il y a ce genre de film dont vous avez parlé à tout à l'heure. C'est entre les deux. Il est en certain cas, comme le film Todor, il a beaucoup de recherche esthétique et recherche de fond. En même temps, il travaille avec des catégories de films, de cinéma de genre, typiquement de cinéma de genre. Oui. Ouais, le film dont je demandais comment il pouvait ne pas être rentable, c'est un film extraordinaire qui s'appelle, je crois qu'en français, il est sorti, c'est vous qui l'avez passé au festival du cinéma Le Maître. C'est un film donc, qui se passe dans la Tianjin, dans la ville de Tianjin dans les années 1930, et donc qui recoupe plusieurs thématiques différentes. Il y a l'histoire de la ville de Tianjin dans les années 1930, l'histoire des écoles d'arts martiaux à l'époque et une histoire particulière qui est rebranchée là-dessus. Et c'est un roman de Xu Haofeng qui a été simplifié pour écrire le scénario du film, parce que ces histoires sont toujours extrêmement complexes, et c'est absolument ébouriffant. Oui, pardon, je me suis... c'est absolument ébouriffant de voir en particulier l'utilisation des écoles d'arts martiaux et la présentation des armes que chacune utilisait. Et il y a un morceau de bravoure qui termine le film en montrant le personnage principal qui est confronté à tous les maîtres d'arts martiaux de la ville, et ça se passe dans un corridor extrêmement étroit, donc ils les affrontent les uns après les autres. Et on a un exercice de style d'arts martiaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Merci. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Madame Lu. Je suis un professeur de chinois de l'Université de Lille. Je ne suis pas professionnelle de cinéma, je suis juste une spectatrice. Ça fait bientôt 8 ans que je vis en France. J'ai remarqué que j'ai beaucoup plus de chances de voir les films d'auteurs chinois en France qu'en Chine. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Bien sûr, je dois vous dire merci. Je crois que c'est grâce à vos travail, grâce à vos efforts, j'ai eu la chance de connaître l'existence de ce genre de films chinois dont les Chinois ne parlent pas encore assez souvent. Alors j'ai une question plutôt par curiosité. En tant que cinéaste des cinémas d'auteurs chinois, est-ce que vous cherchez toujours un genre de l'équilibre entre le système censure chinois et l'esprit critique de l'artiste? Est-ce que c'est toujours facile de travailler dans ce genre de contexte? C'est jamais facile. C'est jamais facile. La facilité, on ne parle pas. C'est pas un mot utile pour nous. Mais pour la première partie de votre... Enfin, qui n'était pas une question, qui était un commentaire, mais c'est la même chose dont nous parlons. Là, ça repose sur l'existence ou non. Alors, d'un réseau de salles vraiment dédié, il vient d'être rappelé que ce réseau
pour l'instant loin de remplir toutes les promesses ou toutes les attentes que nous avons à son égard et que les cinéastes chinois sont en droit d'avoir à son égard, que néanmoins il a ouvert, disons, une première brèche par rapport à la situation qui prévalait auparavant. Et d'autre part, il y a la construction lente et extrêmement difficile, mais quand même, de salles, elles, dédiées à une idée un peu plus exigeante du cinéma d'auteur que les films qui ont fait le succès, ou c'était Manchester by Justice, si je me souviens bien, qui avait ouvert ce réseau-là, qui n'était pas non plus forcément l'archétype du cinéma chinois le plus ambitieux, mais qu'il y a également, en particulier en France, un assemblage de forces dont les salles, les écrans sont le cœur, mais le pilier plus exactement, mais dont font partie des distributeurs, des critiques, des festivals, des programmateurs, tout un réseau de vigilance, d'attention, de curiosité vis-à-vis du cinéma du monde et en particulier du cinéma chinois, qui trouve des espaces pour être visibles. Parce que la liste que je lisais en début, dont je me réjouissais, il n'y a pas d'autres pays dans le monde où on aurait pu la lire. C'est en France et pas ailleurs qu'il y a cette visibilité-là. Il y a d'autres formes d'existence pour le cinéma chinois par d'autres canaux, notamment dans les pays anglo-saxons, mais dans les salles de cinéma, il n'y en aurait pas. Néanmoins, ce que nous avons essayé, je crois, pour partie de mettre en lumière dans cette conversation, c'est qu'il y a des éléments positifs qui se mettent en place avec des difficultés, avec des limites considérables et économiques et de censure et d'habitude. Ça se construit, encore une fois, il y a une dimension importante au-delà des freins majeurs, des puissances considérables et politiques et économiques qui ne sont pas favorables à cette évolution-là. Il y a cette idée que c'est un travail positif à faire pas à pas, de faire exister des publics qui ne sont pas d'emblée porteurs de cette curiosité-là, et que ça, c'est malgré tout, je crois, quelque chose qui est en train d'arriver en Chine, lentement, difficilement, mais qui est en train d'arriver. Une dernière question. Bonjour. Vous avez répondu en partie, du coup, ma question c'était sur l'évolution de la censure, comme vous en avez peu parlé, du coup j'imagine que la censure et la difficulté de passer le bureau de la censure a évolué, et que ça peut aussi expliquer certaines tendances actuelles, ou est-ce que du coup la solution c'est juste de s'exporter? Et il me semble notamment que la réalisatrice Zhang Zi n'a pas passé justement le bureau de la censure, n'a pas fait toutes les démarches en tout cas, et que son film a quand même existé à l'international. Donc est-ce que du coup il y a quand même des compromis possibles? Vous disiez que le Diaolinan et le Bigan étaient sortis en Chine par exemple. C'est des films qui ont des thématiques peut-être pas similaires mais en tout cas proches dans les styles de films. Et du coup, comment faire? Est-ce que du coup les compromis c'est uniquement au niveau du montage? Et voilà, si vous pouvez parler un peu plus de la censure. Merci. Xiang, est-ce que ton film a autorisé la censure et qu'il va sortir en Chine ou pas? It's very interesting my situation because I have the shooting permit, but I haven't been planning to pass the distribution, to get that distribution permit, and because I don't want to pass the censorship, because I refuse to read it, and based on, if you saw my film, you will know the structure is uneditable. I cannot re-edit it, still tell the same story. I cannot accept getting rid of a part, or I have to reshoot or put a different ending. I simply are not gonna get a distribution permit.
And I think we're going to be in this situation until the censorship change, and I'm not going to pass it. And because of that, we cannot put it in the theater, not the commercial theater or the art theater. But what we did is we put a Vimeo link in the Chinese social media, so if you have a passport, you can watch it free during the Chinese New Year. And we also did it in the beginning of this year, from January 1st to January 3rd. So there are people capturing the film on internet, and they put it in the Chinese website, so people can watch it for free online. But the only thing is, I shot the film for big screen, not for small screen, not for the phone, iPad, or computer. So if the audience watching it in their phone, iPad, or computer, they will have a completely different experience with the audience who could watch it on the big screen. So that's a pity. But I still think it's better than nothing, better than not being watched. Mais bon, c'est toujours mieux que de ne pas être vu du tout. Thank you. Merci. Encore une vraie dernière question. Vous avez parlé d'une régionalisation, d'une diversification géographique du cinéma chinois. Au-delà de la diversification des profils des cinéastes, est-ce qu'on peut identifier des enjeux ou des causes culturelles ou sociales ou stratégiques dans cette diversification géographique? C'est assez naturel. Étant donné qu'il y a un renouvellement des personnalités des cinéastes et de leur mode de fonctionnement, chacun travaille dans sa région et non plus forcément à Pékin ou à Shanghai, là où il a été formé. Avant, on sortait de l'Institut du cinéma de Pékin et on tournait son film. Maintenant, on le tourne n'importe où là où on est. Donc forcément, il y a un regard différent. Et ça passe aussi par quelque chose de très très intéressant qui est la langue locale. Parce que ça, on n'en parle jamais, mais c'est hyper important. C'est quelque chose qui a été évacué pendant des années parce que le mandarin, le bouton-roi était obligatoire. Et maintenant, ça a volé en éclats et on a de plus en plus des cinémas qui remontent de la terre, qui remonte des racines, et c'est l'expression personnelle de chacun. Et c'est ce qu'on a quand même reproché au film de Diao Yinan, parce que j'étais avec une jeune fille qui venait de Wuhan, là où a été filmé le film. Et on sait que Diao Yinan a fait un effort spécial il a pris des acteurs qui n'étaient pas de Wuhan et il leur a fait apprendre le dialecte pendant 3 mois. Et la jeune fille qui venait de Wuhan, c'est une étudiante, elle m'a dit ouais, ils ont bien tous les mots, mais ils n'ont pas les gestes. Mais c'est très important ce dont vient de parler Brigitte. Le cinéma fait ça. Il le fait parce que des films qui seraient ouvertement régionalistes, irrédentistes, seraient juste impossibles et auraient des difficultés évidentes qui remettraient en cause, disons, l'unité chinoise. En revanche, le simple fait d'y tourner et la manière dont c'est présent, les paroles, les accents, les gestes, les paysages, les rapports à l'espace, les musiques, les costumes, tout ça, donne une existence et une visibilité, une sensibilité à la réalité de la diversité chinoise qui remet en question ce qui relevait d'un centralisme, disons, ou d'une uniformisation qu'on pouvait avoir auparavant. Grâce à développement de distribution du cinéma d'art et d'essai, en fait, on pourra même, en fait, pas très largement, mais une partie du cinéma d'auteur mondial en Chine, on pourra en fait assister à des séances de films d'auteur en Chine aussi. Alors donc c'était en fait ce dialogue entre le cinéma chinois et le cinéma mondial qui fait aussi en fait
une puissance pour la diversité du cinéma chinois actuel. Merci. Je crois qu'on va finir là. Merci à Brigitte, à Xufeng, à Xiang, à Jean-Michel d'avoir participé, d'accepter l'invitation, et merci de la réaction d'Alexis. Et surtout merci à vous d'être venus assister le film à la table ronde.